Mon nom est Cole et j'ai grandi dans un foyer où les règles étaient assez claires. Mon frère aîné Nathan était l'étoile brillante et j'étais celui qu'on attendait de se fondre discrètement dans le décor. C'était lui le prometteur, le billet d'or, le fils qui porterait le nom de la famille vers la grandeur. Pendant ce temps, j'étais le fiable. Calme, constant, ne causant jamais de problème, mais jamais loué non plus. Dès mon plus jeune âge, il était évident où se trouvait la loyauté de mes parents. Nathan pouvait casser quelque chose, perdre quelque chose, ou échouer à quelque chose, et c'était balayé comme une expérience d'apprentissage. Si j'osais ne serait-ce que questionner quoi que ce soit, c'était pris comme de l'ingratitude de ma part. C'est devenu presque risible avec le temps, même si à l'époque ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. Au moment où nous étions tous les deux à l'université, le favoritisme était comme une seconde nature. Nathan a changé de majeur 3 fois, a mis 1 an et demi de plus pour terminer, et a réussi à convaincre mes parents qu'il était juste en train de trouver sa vocation. Pendant ce temps, j'ai obtenu mon diplôme à temps en informatique, décrochant un emploi modeste mais stable juste après l'école. Mes parents m'ont félicité avec un dîner à moitié convaincant dans un restaurant de chaîne. Quand Nathan a finalement réussi à obtenir son diplôme de justesse, ils lui ont organisé une fête dans le jardin avec traiteur, discours, décoration, et ma mère pleurant comme s'il venait de gagner une médaille olympique. J'ai essayé de ne pas m'en soucier. Pendant des années, je me suis dit que tant que je pouvais tracer mon propre chemin, leur partialité n'avait pas d'importance. Mais ça revenait toujours. Chaque fête, chaque réunion, c'était la brillance de Nathan qui était discutée, les plans de Nathan qui étaient financés, les échecs de Nathan qui étaient rebaptisés tremplins. Le point de rupture n'est pas venu soudainement. Il s'est construit brique par brique. Nathan a décidé de créer sa propre entreprise. Bien sûr, il n'avait pas d'économie, pas de plan au-delà d'une idée à moitié aboutie impliquant une sorte de boîte d'abonnement de luxe et aucune expérience. Mais mes parents s'y sont accrochés comme si c'était le prochain Apple. Soudain, toutes les conversations familiales tournaient autour de la start-up. Au début, je suis resté silencieux. J'ai hoché la tête quand ma mère s'est extasiée sur le fait que Nathan était destiné à être un entrepreneur. J'ai écouté quand mon père a dit que tout le monde n'était pas fait pour les emplois de bureau comme Hugh Cole. J'ai mordu ma langue quand Nathan s'est vanté de sa vision, même si je savais qu'il maxait ses cartes de crédit juste pour maintenir les apparences. Puis un soir, lors d'un dîner dominical chez mes parents. La conversation a pris une tournure qui m'a fait tressaillir. Ma mère a posé sa fourchette, s'est penchée en avant et a dit, « Cole, ton frère a besoin d'investisseurs en qui il peut avoir confiance. Nous savons que tu as épargné, et nous pensons qu'il est temps que tu l'aides à lancer ça. » J'ai cligné des yeux, incertain d'avoir bien entendu. « Vous me demandez d'investir ?» Nathan a souri d'un air suffisant comme si tout avait déjà été décidé. « Pas investir exactement, plutôt prêter. 50 000 devrait suffire pour le premier coup de pouce. » J'ai presque ri, mais la tension dans la pièce était trop lourde. Mes parents me regardaient comme si c'était la demande la plus naturelle du monde. J'avais travaillé pendant des années, vivant frugalement, accumulant des économies. Et là, ils étaient assis de l'autre côté de la table, s'attendant à ce que je leur remette presque tout ce que j'avais pour couvrir le dernier rêve de Nathan. Comme je n'ai pas répondu tout de suite, mon père s'est raclé la gorge. « Cole, réfléchis-y. C'est la famille. Le succès de ton frère nous profitera à tous. De plus, tu as un emploi stable. Tu le regagneras. Mais Nathan, il a besoin de cette chance. » J'ai finalement retrouvé ma voie. 50 000, ce sont mes économies. C'est ma sécurité. Vous me demandez de tout risquer pour une entreprise de boîte d'abonnement qui n'a même pas de clientèle. Nathan a levé les yeux au ciel. C'est ce qu'on appelle la vision. Tu ne comprendrais pas ça. Ces mots ont déclenché quelque chose en moi. Pendant des années, j'avais avalé le favoritisme, les comparaisons injustes, le flot incessant d'excuses pour Nathan. Mais qu'on me dise que je devais vider mes économies pour sa vision, c'était trop. J'ai poussé ma chaise et me suis levé. Je ne vous donnerai pas d'argent, pas un prêt, pas un investissement, rien. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai, et je ne vais pas le gaspiller. Le silence était assourdissant. L'expression de ma mère s'est durcie instantanément. La mâchoire de mon père s'est crispée. Nathan a souri d'un air suffisant, mais cette fois, c'était teinté de quelque chose de plus laid, comme s'il complotait déjà comment retourner cela contre moi.
Ce fut la nuit où j'ai su que quelque chose devait changer. Je suis rentré chez moi l'esprit en ébullition, et au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à planifier. J'ai mis à jour mon CV. J'ai contacté des relations que j'avais hésité à appeler auparavant. J'ai commencé à chercher discrètement des opportunités loin de chez moi. Puis est venu le moment que je n'avais pas anticipé. Une offre qui doublait mon salaire actuel dans une ville à travers le pays. Le jour où j'ai signé le contrat, je n'en ai pas parlé à mes parents. Je n'en ai même pas fait allusion. Mais 2 heures plus tard, comme si elle pouvait sentir que quelque chose lui échappait, ma mère m'a envoyé un SMS. N'ose pas passer Noël sans couvrir la dette de Nathan. J'ai fixé l'écran, mon pouls battant. Ce n'était même plus une demande. C'était une exigence. Comme si mon avenir, mes économies, mes choix ne m'appartenaient pas. Cette nuit-là, quelque chose en moi a cédé. Je me suis assis devant mon ordinateur, j'ai ouvert chaque compte joint, chaque abonnement familial, chaque plan partagé. Un par un, j'ai coupé les ponts. Au matin, j'avais 60 appels manqués et des SMS qui m'attendaient. Quand je me suis réveillé le lendemain matin et que j'ai vu le nombre d'appels manqués, ma première pensée a été que quelque chose de terrible s'était produit. 60 appels manqués, 47 messages textes, 3 messages vocaux. Mes mains tremblaient un peu en les faisant défiler, me demandant s'il y avait eu une sorte d'urgence. Mais ensuite, j'ai commencé à lire. Chaque message concernait une seule chose, de l'argent de ma mère. Cole, qu'as-tu fait? Le compte familial ne fonctionne pas. Ce n'est pas drôle. Ton frère panique. Tu dois arranger ça maintenant. Réponds au téléphone. N'ose pas nous ignorer. De mon père. Tu es enfantin. Annule cette absurdité que tu as faite hier soir. Ton frère est déjà assez stressé. N'en rajoute pas. J'appellerai la banque moi-même si je dois le faire. Et de Nathan, parsemé entre les leurs. Vraiment mature, Cole. Tu gâches Noël. Tu te rends compte à quel point tu as l'air égoïste? Grandis. Pas une seule fois dans tous ces messages il n'y a eu une seule question à mon sujet. Pas une seule. Tu vas bien? Ou, pourquoi as-tu fait ça? Tout tournait autour de la façon dont mes actions les gênaient. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Il ne s'agissait pas de famille. Ça ne l'avait jamais été. J'étais juste une ressource pour eux, un distributeur automatique avec un pouls. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes émotions étaient un enchevêtrement de colère, de tristesse et de ce sentiment étrange de soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais fait quelque chose qui ne les concernait pas. J'avais tracé une ligne. Et même si je savais que cela allait provoquer le chaos, cela me semblait libérateur. À la mi-journée, mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai reconnu le numéro. Ma mère. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Cole, a-t-elle commencé? Sa voix était sèche, mais elle essayait de la masquer avec ce ton qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tu trouves ça drôle? Couper les comptes, ruiner les progrès de ton frère, nous embarrasser comme ça. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, c'était mes comptes aussi. Mon argent, mes abonnements. Je ne dois rien à Nathan. Je ne vous dois rien. Il y eut un silence. Puis sa voix s'est durcie. Ne me parle pas comme ça. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Après tout ce que nous avons fait, c'est comme ça que tu nous remercies. J'ai failli rire au mot « soutenu ». Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit doucement « vous ne m'avez pas soutenu. Vous m'avez toléré parce que je n'avais pas besoin d'être sauvé comme Nathan. Ce n'est pas la même chose. » Elle a halté comme si je l'avais insulté directement. C'est de l'ingratitude. Absolument de l'ingratitude. Ton frère travaille à quelque chose d'important. Il bâtit un héritage et toi tu es quoi? Assis derrière un ordinateur. Tu penses vraiment que ton travail se compare à ce qu'il essaie de faire? Ces mots m'ont piqué même si j'en avais entendu des versions toute ma vie. Le dédain, le dénigrement constant. Mais cette fois, je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, mon travail paie mes factures. Mon travail me donne de la stabilité. C'est suffisant. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché.
Pendant les 2 jours suivants, la tempête n'a pas faibli. J'ai coupé le son du chat de groupe qu'ils avaient créé spécifiquement pour me faire culpabiliser, où chaque message était une variation de « arrange ça » ou « tu déchires la famille ». Nathan a même publié des captures d'écran d'investisseurs censés se retirer, me blâmant directement. L'ironie était presque trop forte. Il n'avait jamais obtenu d'investisseurs pour commencer. Ce n'était que de la poudre aux yeux, comme tout ce qu'il faisait. Pendant ce temps, au travail, les choses changeaient. Ma nouvelle entreprise m'envoyait déjà des documents de déménagement, proposant de couvrir les frais de déménagement, l'aide au logement, et même une prime de signature une fois que j'aurais officiellement commencé. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il était différent d'être valorisé, vraiment valorisé pour ce que j'apportais. C'était enivrant d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Mais la culpabilité, elle persistait. Non pas parce que je pensais avoir tort, mais parce que des années de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. Chaque fois que j'ignorais un appel, j'entendais la voix de mon père dans ma tête me dire « la famille passe avant tout ». Chaque fois que j'effaçais un message texte chargé de culpabilité, je me souvenais des nuits interminables d'enfants, essayant de faire mes preuves auprès de personnes qui ne me voyaient jamais vraiment. 3 jours plus tard, mon père s'est présenté à mon appartement. Je n'oublierai jamais la vision de lui debout dans le couloir quand j'ai ouvert la porte. Il n'était pas en colère, pas extérieurement. Il avait cette expression calme et répétée qu'il utilisait lors des réunions d'affaires, celle qui disait « je contrôle ici ». « Cole », dit-il doucement, passant devant moi dans l'appartement sans attendre la permission. « Nous devons parler. » J'ai fermé la porte et l'ai suivi dans le salon. « Vous êtes ici sans préavis. Ce n'est pas acceptable. » Il a agité la main d'un geste dédaigneux et s'est assis sur mon canapé. « Tu as fait ton point. Tu es contrarié. Très bien, mais maintenant il est temps de mettre fin à cette absurdité. Tu vas transférer l'argent à ton frère et nous considérerons cela comme résolu. » Je suis resté là, sidéré par l'arrogance. Vous pensez vraiment que vous pouvez simplement entrer ici et me donner des ordres? Ses yeux se sont plissés. Je ne te donne pas d'ordre. Je te dis ce qui doit être fait. Tu penses être fort, mais tu es imprudent. Tu brûles des ponts que tu regretteras un jour. Des ponts, ai-je répété, la voix tremblante. Quel pont? Vous avez clairement fait comprendre que mon rôle dans cette famille est de financer les rêves de Nathan. Ce n'est pas un pont. C'est une laisse et j'en ai fini avec ça. Pour la première fois, son calme s'est fissuré, sa mâchoire s'est serrée, et il s'est penché en avant. Ne nous pousse pas, Cole. L'avenir de ton frère en dépend. Et si tu penses une seconde que nous allons te laisser compromettre tout ce pourquoi il a travaillé? Je l'ai interrompu. Ce pourquoi il a travaillé? Il n'a travaillé pour rien. Il a flâné toute sa vie parce que toi et maman l'avaient porté. Et maintenant vous attendez que je le porte aussi? Non, je ne le ferai pas, la pièce est devenue silencieuse. Mon père me regardait comme s'il ne reconnaissait pas la personne debout devant lui. Pour une fois, je n'ai pas reculé. Je n'ai pas adouci mes mots pour éviter le conflit. Je suis resté là, le regard dans le sien, refusant de le laisser me malmener comme il l'avait toujours fait. Finalement, il s'est levé. Tu fais une erreur. Une erreur que tu regretteras quand tu te rendras compte que la famille n'oublie pas des choses comme ça. Il est parti sans un mot. La seconde où la porte a cliqué, j'ai relâché un souffle que je ne savais pas que je retenais. Mes mains tremblaient, mais une étrange euphorie me traversait. Pour la première fois depuis des années, je lui avais tenu tête et n'avais pas cédé. Les jours suivants furent un mélange de soulagement et de tension croissante. D'un côté, je me sentais enfin libre, comme si je respirais sans que quelqu'un appuie sur ma poitrine. J'ai passé des heures à organiser mon déménagement à travers le pays, à emballer mon petit appartement et à contacter ma nouvelle entreprise pour les détails de la relocalisation. Je me suis même permis d'imaginer une vie où les opinions de ma famille ne dictaient pas mes choix. C'était une pensée étrange et enivrante, presque surréaliste. Mais d'un autre côté, la tempête ne se calmait pas. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, m'attendant à ce que ce soit mes parents ou Nathan essayant de me ramener à la soumission. Même si j'avais bloqué certains numéros, ils trouvaient toujours un moyen, des messages de groupes de numéros inconnus, des emails, même des messages via des comptes de médias sociaux que j'utilisais à peine. Chaque message était une nouvelle traction sur la laisse que je venais de couper. Cela a dégénéré le vendredi matin.
Je me suis réveillé avec un email de l'assistante de Nathan, dont je ne connaissais même pas l'existence. L'objet était « Call, action immédiate requise ». J'ai cliqué, m'attendant à un autre coup de culpabilité, mais ce que j'ai trouvé était quelque chose de plus insidieux. Call, les investisseurs reconsidèrent leur soutien. C'est critique. Veuillez virer des fonds immédiatement pour couvrir les coûts initiaux. Nathan ne peut pas continuer sans votre aide. Je l'ai relu 3 fois, espérant l'avoir mal interprété. Non. Ils avaient créé une illusion d'urgence, une fausse urgence conçue pour me manipuler. Mon pouls a commencé à s'accélérer, mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai supprimé l'email. Je n'allais pas céder. Pas maintenant, jamais. En fin d'après-midi, j'ai recommencé à recevoir des messages de mes parents. Ceux de ma mère étaient remplis de phrases manipulatrices. Tu vas tout ruiner si tu n'aides pas. Nous comptons sur toi. Comment peux-tu faire ça à ton frère? Tandis que ceux de mon père prenaient un angle plus stratégique, presque comme un avocat élaborant les conséquences potentielles. Call, tu risques l'unité familiale. Considérez les conséquences à long terme. Mais les messages les plus intéressants et peut-être les plus révélateurs étaient ceux de Nathan. Il devenait de plus en plus désespéré, voire imprudent. Call, nous te faisions confiance. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Maman et papa sont furieux. Veux-tu que la famille te déteste pour toujours? Tu ne comprends pas ce que tu risques. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la menace sous-jacente dans tout cela. Pas une menace directe, mais un ton qui suggérait que si je ne me conformais pas, il s'assurait que je paie d'une autre manière. Ma famille avait toujours eu une façon d'utiliser la culpabilité, l'embarras et même la perception sociale comme arme pour me contrôler. C'était juste le niveau suivant. Le samedi matin, j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement ignorer cela. Il continuerait d'escalader jusqu'à ce qu'il me brise, ou du moins tente. J'ai décidé de les devancer. J'ai contacté quelques amis de l'université, les informant de la situation. J'ai même envisagé d'engager un conseiller juridique, non pas parce que j'en avais besoin immédiatement, mais parce que je voulais comprendre mes options. Ce n'était plus une querelle familiale. C'était une tentative orchestrée de me manipuler financièrement et émotionnellement. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Contrairement aux fois précédentes, elle n'a pas crié ni exigé. Au lieu de cela, elle était étrangement calme, comme une tempête juste sous la surface. Call, dit-elle doucement. Nous savons que tu déménages. C'est bien, mais tu dois comprendre. Les attentes familiales ne disparaissent pas simplement parce que tu déménages. La dette de Nathan est toujours à ta charge. Et si tu penses que quitter la ville rendra les choses plus faciles, détrompe-toi. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Maman, je ne lui dois pas 50 000 $. Pas maintenant, jamais. Et je ne me laisserai pas dicter par des menaces. Elle a ri doucement, mais il n'y avait aucune chaleur dans son rire. Tu as toujours été têtu. Toujours le responsable qui joue la sécurité. Mais ça, c'est plus gros que elle l'argent. Tu décides qui tu es, qui tu veux être, et je te préviens, les décisions ont des conséquences. J'ai raccroché. L'appel m'a laissé troublé. Non pas parce que je doutais de moi-même, mais parce que j'ai réalisé jusqu'où mes parents et Nathan étaient prêts à aller. Ils n'allaient pas simplement me laisser partir. Pas tranquillement. Le lendemain matin, alors que j'emballais des cartons, j'ai eu un autre choc. Un colis laissé à ma porte. Il m'était adressé, de l'écriture de ma mère. À l'intérieur, une pile de mets imprimés, de lettres et de relevés méticuleusement organisés. Au-dessus, une note, Call, voici tout ce que tu as besoin de savoir sur la situation de ton frère. Nous avons été honnêtes et transparents. S'il te plaît, reconsidère. Tu fais une erreur. J'ai feuilleté les pages. Ce n'était pas seulement des emails ou des documents. C'était un récit méticuleusement élaboré, conçu pour me convaincre que Nathan était au bord de l'effondrement à cause de moi. Il y avait même de faux relevés financiers montrant un supposé intérêt d'investisseur perdu en raison de mon refus. J'ai senti mon estomac se tordre. Ils avaient fait l'effort de créer de faux documents. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était une tentative de fabriquer la réalité elle-même pour me contrôler. J'ai presque ri de l'absurdité, mais ce n'était pas drôle. C'était terrifiant. Cet après-midi-là,
j'ai commencé à finaliser mon déménagement. Je déplaçais des cartons dans le camion de location. Je pensais que quitter la ville, couper les liens physiques, me donnerait de l'espace pour respirer. Mais au moment où je chargeais le dernier carton, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas s'est affiché à l'écran. C'était Nathan. « Cole », dit-il avant même que je puisse le saluer. Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. « Je sais que tu penses être plus intelligent que nous. Je sais que tu penses pouvoir échapper à ça, mais tu ne peux pas. Tu as déjà causé des dommages irréparables. Maman et papa sont fous de rage, et maintenant je suis en colère aussi. » J'ai figé, les mots me frappant comme un coup de poing. « En colère ?» ai-je demandé prudemment. « Oui, en colère », a-t-il répété. « Tu penses que t'enfuir règle quoi que ce soit? Tu penses que couper les comptes, supprimer les messages, nous ignorer? Cela change qui tu es dans la famille. Ça ne le fait pas. Tu as dépassé les bornes, Cole. Et maintenant les choses vont changer. » Avant que je puisse répondre, il a raccroché. Je suis resté là longtemps, le cœur battant, essayant de traiter ce qui venait de se passer. J'avais prévu de la colère, de la culpabilisation, peut-être même des messages passifs-agressifs. Mais son ton, c'était différent. Ce n'était pas la voix de gamin gâté et arrogant que j'avais connu toute ma vie. C'était calculé, délibéré, presque prédateur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement contrarié que j'ai refusé de donner de l'argent. Il complotait. Il planifiait. Et je n'avais aucune idée de ce dont ils étaient capables maintenant que la manipulation subtile ne suffisait plus. Alors que le soleil plongeait derrière l'horizon de la ville, j'ai verrouillé la porte de l'appartement, glissé le dernier carton dans le camion et fixé mon reflet dans la vitre. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais traqué. Quand je dis que les semaines suivantes ont ressemblé à un dénouement lent et délibéré, je le dis au sens le plus littéral possible. J'ai déménagé à travers le pays avec un camion rempli de cartons et un appartement tranquille qui sentait légèrement le carton et la moquette neuve. J'ai commencé le travail 2 semaines plus tard, signé des papiers, rencontré mon équipe, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu à expliquer qui j'étais en termes d'échec ou de succès de quelqu'un d'autre. Le travail était stable, validant d'une manière qui semblait honnête. Non pas les applaudissements performatifs avec lesquels j'ai grandi, mais une véritable appréciation pour des compétences que j'avais acquises. Mais le bruit familial n'a pas disparu. Si quoi que ce soit, c'est devenu plus étrange. Les appels et les SMS se sont transformés en d'autres tactiques. Il y a eu de petites choses au début. Mon ancien propriétaire a appelé pour un chèque sans provision. Elle avait été incluse dans le récit selon lequel j'avais saboté quelque chose. Des inconnus m'envoyaient des messages directs avec des captures d'écran des communiqués de presse de Nathan, et même un email anonyme à ma nouvelle entreprise jetant le doute sur mon intégrité. Celui qui orchestrait tout cela savait comment piquer sans se salir les mains. J'y suis allé étape par étape. Pas de confrontation dramatique, pas de crise publique. La première étape a été d'obtenir une documentation discrète. Je suis ingénieur logiciel. Je fais confiance aux journaux, aux horodatages, aux reçus, les données ne vous manipulent pas. J'ai tout sauvegardé. SMS, email, le paquet d'imprimés que ma mère avait déposé, des captures d'écran de faux emails d'investisseurs. J'ai catalogué les messages par date, par expéditeur, par ton. Lorsque l'assistant de Nathan m'a envoyé la fausse demande de virement, j'ai sauvegardé les informations d'en-tête, les adresses IP de l'expéditeur là où je pouvais, et archivé la source. Cela semblait un peu mesquin à l'époque, mais quand on a été injustement blâmé toute sa vie, le mesquin peut devenir une armure. Ensuite, j'ai trouvé un avocat. Pas le genre mélodramatique, mais un avocat pratique, recommandé par un collègue qui s'occupait de harcèlement au travail. Je devais connaître mes droits, ce qui constituait du harcèlement, et si les éléments fabriqués relevaient de la calomnie ou de la fraude. L'avocat a écouté, hoché la tête, puis a prononcé 2 mots qui m'ont plus surpris que je ne m'y attendais, piste écrite. Elle a expliqué comment nous pourrions compiler ma documentation dans un dossier cohérent qui serait utile si les choses dégénéraient, procès civil, ordonnances restrictives, voire des renvois criminels si nous pouvions prouver la falsification ou l'usurpation d'identité. Fort de ces conseils juridiques, j'ai commencé à jouer plus intelligemment. J'ai appelé la banque et j'ai gelé mon ancien compte joint. Légalement, j'en avais le droit.
Nous étions copropriétaires de certains services. J'ai changé les mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et configuré des notifications pour voir si de nouveaux comptes étaient créés à mon nom. J'ai informé mes nouvelles ressources humaines de l'email de dénigrement anonyme et ils ont mis une note sur mon profil. De petites choses administratives banales, mais elles ont aussi créé une piste écrite institutionnelle. Je ne me contentais pas de combattre le feu par le feu. Je construisais un pare-feu, mais j'avais aussi besoin d'autre chose, un levier. Ma famille, surtout mes parents, réagissaient à une seule monnaie qu'ils respectaient, la réputation. L'identité familiale de mon père était entièrement bâtie sur les apparences, sur l'idée qu'il gérait l'argent, les investissements et les affaires sérieuses. Si je pouvais faire vaciller leur crédibilité, même un peu, cela ferait mal à un autre endroit que l'argent. Cela ne signifiait pas de honte publique. J'ai vite appris que les attaques publiques pouvaient se retourner contre moi, mais une exposition ciblée pouvait neutraliser leur capacité à manipuler les autres. J'ai commencé à contacter discrètement les personnes que Nathan avait nommées comme investisseurs ou partenaires dans sa présentation. Beaucoup d'entre elles se sont avérées être inexistantes ou simplement des amis qu'il décrivait comme intéressés. Quelques-unes, cependant, étaient de vraies personnes qui avaient été incluses par inadvertance dans des brouillons puis abandonnées lorsque Nathan n'avait pas livré. J'ai posé des questions en douceur. J'ai envoyé des emails polis demandant confirmation des engagements et des échéances. Quelques personnes ont répondu avec des messages du type « Nous n'avons jamais été impliqués ». Ce sont ceux que j'ai sauvegardés et transmis à mon avocat. En même temps, j'ai cultivé des alliés près de chez moi, d'anciens amis de l'université, ceux qui avaient vu exactement comment Nathan opérait. Ils se sont discrètement offerts d'être témoins de schémas de comportement. Des cas où il avait emprunté de l'argent et ne l'avait jamais remboursé. Des fois où mes parents l'avaient tiré d'affaire pour des conséquences dont ils avaient refusé de le tenir responsable. Une collègue, une responsable des ressources humaines, m'a suggéré de documenter chaque interaction pendant les heures de travail lorsque des messages familiaux empiétaient sur le lieu de travail. Ces conseils étaient pratiques et précis, ne jamais réagir avec colère. Toujours répondre par écrit. Préserver les horodatage. Je ne mentirai pas. Il y avait des nuits où je restais éveillé à penser à des représailles plus simples. Il aurait été satisfaisant de tout publier sur un forum public, de les nommer et de les couvrir de honte d'une manière qu'ils ne pourraient pas faire taire. Mais la dernière chose que je voulais, c'était leur donner une excuse pour me dépeindre comme l'enfant instable. Alors, j'ai gardé le silence et j'ai laissé les documents s'accumuler. Chaque capture d'écran de boîte de réception, chaque page imprimée urgente, chaque message vocal était classé. Il y avait une satisfaction compacte et froide à voir les preuves s'empiler. Pour la première fois, je pouvais voir un chemin où leur récit et le mien pourraient se heurter sur un pied d'égalité. Pendant que je montais le dossier, je travaillais aussi sur l'image. Mes parents adoraient le drame des apparences. Ils ne supportaient pas d'être publiquement remis en question. Avec cela à l'esprit, j'ai élaboré quelque chose qui ressemblait à des échecs. Je ne les attaquerai pas là où ils étaient les plus forts, leur cercle. Je préférerais armer leur cercle de vérité à dose mesurée, de manière à créer le doute plutôt que la fureur. Au début, j'ai fait fuiter une petite chose, un email bien formulé à un ami de la famille qui avait agi comme conseiller de Nathan à ses débuts. Il disait simplement « Bonjour, j'essaie de clarifier certains engagements pris au nom de Nathan. Pourriez-vous confirmer si vous ou l'un de vos partenaires l'avez formellement soutenu ?» La réponse de l'ami fut prudemment neutre. Je serais surpris. J'ai transmis cela à un collègue. Nous allons jeter un œil. Je savais qu'une seule réponse équivoque ne ferait rien tomber, mais elle plantait une graine. Simultanément, j'ai commencé à me préparer à une confrontation qui serait suffisamment publique pour être importante, mais suffisamment contrôlée pour éviter les pièges désordonnés de la honte virale. Il y avait un événement de réseautage professionnel dans la ville de mes parents, une soirée où des entrepreneurs, des investisseurs et des propriétaires d'entreprises locaux se réunissaient. Nathan cherchait à y assister, à parler de son idée et à susciter un véritable intérêt. Cela semblait l'endroit idéal pour faire vaciller leur château de cartes. Je pouvais soit l'exposer publiquement, soit, mieux encore, créer un scénario où ses affirmations seraient remises en question calmement et professionnellement. J'ai contacté l'un des organisateurs de l'événement sous le couvert de la curiosité et de l'intérêt professionnel. Je me suis présenté comme quelqu'un qui avait récemment déménagé avec l'intention de s'engager localement et j'ai mentionné que j'étais intrigué par le programme. L'organisateur, accueillant et habitué aux embuscades de réseautage poli,
m'a offert une invitation et un créneau pour une brève introduction si je le souhaitais. Je n'ai pas accepté le créneau. J'ai pris l'invitation et, plus important encore, j'ai demandé discrètement s'il y aurait des investisseurs ou des journalistes présents. La réponse fut évasive. Quelques investisseurs locaux, oui. Un blogueur économique régional y assiste souvent. C'était suffisant. J'avais maintenant une foule qui remarquerait si l'histoire de Nathan ne tenait pas la route. Si la bonne personne mentionnait avec désinvolture qu'elle n'avait pas été contactée pour un suivi, ou si un investisseur demandait des documents qu'il ne pouvait pas produire, Nathan serait sur la défensive devant ses pairs, le pire endroit pour quelqu'un qui comptait sur le charme et le baratin. Pendant que ses plans se mettaient en place, Nathan a intensifié ses propres manœuvres. Il a commencé à apparaître dans des endroits où je ne m'attendais pas, dans la ville de ma nouvelle entreprise, lors de rencontres technologiques, et une fois, maladroitement, devant mon lieu de travail. Toujours par coïncidence, toujours avec l'air d'un « je tombe sur call ». Lors d'une rencontre, il a tenté de me coincer, un verre à la main et un sourire répété. « Le monde est petit », a-t-il dit comme si cela expliquait tout. « Tu as déménagé vite. Ça doit être sympa. » Surpris de te voir ici, ai-je répondu calmement. « Je pensais que tu étais occupé avec l'expansion. » Il a ricané. « L'expansion prend du temps, mais je me bouge. Tu sais comment c'est. » Je l'ai laissé parler et j'ai écouté les failles dans son histoire. Il avait une façon de parler comme si la réalité allait le rattraper, comme si les mots eux-mêmes pouvaient construire une entreprise. J'ai gardé mes réponses courtes et évasives. S'il voulait créer du bruit, très bien. Je n'avais pas à répondre à chaque provocation. Une semaine avant l'événement de réseautage, les choses ont pris une tournure plus sombre. Ma boîte de réception a affiché un sujet inconnu, avis légal. Le message contenait une lettre scannée qui semblait provenir d'un greffier de tribunal de petite créance, alléguant que je devais à Nathan une somme pour un accord. Une somme qui correspondait au montant qu'ils avaient exigé. C'était maladroit et manifestement fabriqué. Le sceau était de mauvaise qualité. Les dates étaient incohérentes, mais celui qui l'avait assemblé espérait que cela me ferait trembler. Cela a fait ce que c'était censé faire pendant environ 1 heure. Puis mon avocat m'a expliqué pourquoi c'était insignifiant et comment y répondre. Cette nuit-là, devant un plat à emporter et une feuille de calcul ouverte sur mon ordinateur portable, nous avons rédigé une réponse calme et juridiquement formulée, présenté les faits. Demandé la documentation originale et déclaré clairement que je prendrais des mesures si la falsification se poursuivait. Ce n'était pas dramatique. C'était ennuyeux. C'était précisément le genre de réponse ennuyeuse qui tue une arnaque. J'ai déposé la réponse, en copie conforme à mon avocat, et je me suis détendu. Le lendemain matin, mes parents ont escaladé d'une manière à laquelle je m'étais préparé. Nathan a publié une mise à jour d'une page, d'allure soignée, sur un minuscule forum d'affaires locales, affirmant que des investisseurs s'étaient retirés en raison de conflits familiaux personnels et joignant les mêmes relevés bancaires falsifiés que ma mère m'avait imprimés des semaines auparavant. Le message était performatif, destiné à susciter la sympathie et à me dépeindre comme perturbateur. Les gens ont ajouté des petits émojis de sympathie. Et, désolé, répond Nathan. Mon estomac s'est glacé. Ils essayaient de fabriquer de la sympathie pour remplacer la crédibilité qu'ils avaient perdue. Je n'ai pas répondu publiquement. Au lieu de cela, j'ai contacté en privé le modérateur du forum avec un court message factuel. Ce message contient des documents falsifiés et des accusations. Je peux fournir des preuves démontrant que cela est faux et je souhaite discuter de la suppression du message en attendant vérification. J'ai joint quelques captures d'écran démontrant les faux. 2 heures plus tard, le message a été retiré avec une note du modérateur, en cours d'examen. Le retrait a été une petite victoire. Cela n'a rien résolu, mais cela a temporairement arrêté la propagation de leur récit dans les espaces publics. Plus important encore, cela m'a signalé que ma stratégie, mesurée, étayée par des documents et patiente, fonctionnait. Le jour de l'événement industriel arriva avec un temps banal qui rend tout normal. Je suis retourné dans ma ville natale, ostensiblement pour une courte visite et pour vérifier la logistique de la maison de mes parents. Ils avaient envoyé un message concernant des choses nécessitant une attention, un jeu de pouvoir à peine voilé. Je suis resté discret, suis arrivé tôt et j'ai regardé la salle se remplir. Nathan est entré avec l'allure assurée de quelqu'un qui s'attendait à des applaudissements. Il a salué des gens, raconté son histoire et, surtout,
a accepté des invitations à parler à quelques investisseurs potentiels. Il a souri pour les photos et a donné le genre de réponse confiante qui fonctionne dans les salons et aux tables de fête, mais il y avait une différence ce soir-là. J'avais semé de petits doutes partout. Quelques investisseurs à qui j'avais parlé plus tôt étaient présents, et un blogueur régional qui avait assisté à de nombreux panels prenait des notes en écoutant. À un moment donné, Nathan a pris la scène improvisée et a commencé ce que j'ai reconnu comme un discours d'ascenseur poli. Il a parlé de l'adéquation produit-marché d'une manière qui semblait impressionnante si l'on ne connaissait pas les métriques. Il a mentionné des projets pilotes avec des détaillants non nommés et un intérêt préliminaire d'investisseurs sans nom. Il a appelé au soutien et a sous-entendu que les frictions familiales étaient le seul obstacle restant. Puis, après qu'il soit descendu sous les applaudissements, une voix douce et professionnelle a traversé le brouhaha. La blogueuse régionale, une femme douce avec un bloc-notes, a demandé directement « Nathan, pourriez-vous clarifier quels investisseurs vous avez obtenus et si ces engagements étaient conditionnels ?» Plusieurs lecteurs m'ont demandé de vérifier certaines des affirmations que vous avez faites dans des publications précédentes. La question a atterri comme une piqûre d'épingle. Le sourire de Nathan affaiblit le temps d'une respiration. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, cherchant du renfort, et n'a trouvé que des visages polis et des sourcils levés. « C'est compliqué », a-t-il dit, la cadence exercée perdant de son poli. Nous avions un intérêt verbal, mais les détails sont encore en cours de finalisation. C'est juste, a répondu la blogueuse, la voix calme. Pourriez-vous partager une copie des lettres d'intention ou des protocoles d'accord signés? Mes lecteurs sont intéressés et j'aimerais être précise. Les yeux de Nathan se sont posés sur les investisseurs à proximité. L'un d'eux, un vieil homme en manteau de laine, a dit doucement « Nous étions intéressés par une démo. Nous n'avons rien signé. » Pour un homme élevé aux applaudissements, le manque d'affirmation publique était une érosion en soi. J'ai observé la composition de Nathan devenir poreuse. Il continuait de sourire, mais le sourire avait maintenant l'attention de quelqu'un qui sait que la prochaine question révélera plus que ce qu'il avait prévu de montrer. J'aurais pu me lever et crier. J'aurais pu jeter la pile de documents montrant les faux emails et les fausses notifications de virement. Au lieu de cela, je suis resté assis, respirant lentement. L'avantage de laisser la vérité filtrer à travers les questions des autres était que cela supprimait le récit de querelles fraternelles et le recadrait comme une diligence raisonnable commerciale. Alors que Nathan trébuchait sur les réponses, quelques murmures ont parcouru la pièce. L'un des investisseurs s'est excusé et l'a approché directement, lui posant une question pointue sur les métriques de traction que Nathan n'avait pas mentionnées. Nathan a offert des pourcentages et des projections vagues, et le visage de l'investisseur a enregistré un doute poli. Au moment où la soirée s'est terminée, les discussions en ligne avaient un ton différent. La blogueuse a publié un court article, non malveillant, juste honnête, notant que si Nathan avait des idées intéressantes, il manquait d'engagement d'investisseurs vérifiables et que certaines affirmations étaient incohérentes avec les dossiers publics. L'article était prudent de ne pas insulter, mais l'implication planait dans l'air comme la première goutte de pluie avant une tempête. En rentrant à mon appartement temporaire cette nuit-là, j'ai ressenti un soulagement compliqué. Ce n'était pas un coup de grâce. C'était une petite blessure chirurgicale à une confiance qui avait toujours été gonflée par la protection familiale, mais c'était suffisant pour changer la dynamique. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la réaction de la maison. Le lendemain, mon téléphone a explosé. Non pas avec des supplications de reconsidérer une fois de plus, mais avec des choses bien pires, des menaces voilées de déception, des messages vagues sur le fait de m'exposer, et, plus troublant, un message vocal de mon père délivré sur ce ton froid et professionnel qu'il réservait aux négociations. « Cole, dit-il, lentement et délibérément. Tu as commencé quelque chose que tu ne peux pas finir. On se verra à Noël. » Le message s'arrêtait là, mais le sous-texte était clair. J'ai écouté le message vocal pendant longtemps. Ma poitrine s'est serrée. Pendant des semaines, j'avais construit un dossier calme et rationnel. Pendant des semaines, j'avais évité les extrêmes dramatiques de la vengeance. Mais ce que le message impliquait rendait impossible de rester purement défensif. Il y a un point où l'approche raisonnable devient une salle d'attente pour le mal. J'ai appelé mon avocate et je lui ai décrit le message vocal. Elle a conseillé la prudence, mais m'a également rappelé de me préparer à l'escalade, de surveiller les comptes, de tout documenter et d'envisager de demander une ordonnance restrictive si les messages continuaient de manière menaçante. Sa voix au téléphone était un ancrage stable. Ce soir-là, avec mes dossiers ouverts et mes preuves organisées,
j'ai composé un autre numéro, celui d'un vieil ami de l'université qui travaillait maintenant pour une petite entreprise d'enquête. Il me devait des faveurs de minuit de bière et de sessions de débogage tardive. Il a écouté sans surprise et a ensuite demandé doucement, « Tu veux que je me penche sur l'origine de ces faux emails? D'où ils ont été envoyés? S'ils ont utilisé des réseaux familiaux, ce genre de choses. » Oui, ai-je dit. Et découvre si quelqu'un s'est fait passer pour moi ou a créé des comptes à mon nom. J'ai besoin de savoir qui tire les ficelles. Il n'a pas demandé pourquoi. Il avait vu Nathan et mes parents en action à plusieurs reprises. Il comprenait les capillaires des réputations des petites villes et la facilité avec laquelle elles pouvaient être manipulées. Il a promis de commencer le lendemain. J'ai mal dormi, pensant à de petites et grandes choses à la fois. De petits mots de passe oubliés, des endroits que mes parents pourraient visiter, des amis qu'ils pourraient appeler, de grandes pensées, ce que cela signifiait de rompre les liens avec les personnes qui vous avaient élevé, et si la vengeance, lorsqu'elle est définie comme la restructuration de la vérité pour qu'elle corresponde à la réalité, valait le coup personnel. 2 jours plus tard, mon ami enquêteur a appelé avec des conclusions préliminaires. Les fausses demandes de virement avaient été téléchargées depuis un café près du quartier de mes parents, mais masquées par un VPN. La qualité d'impression des documents falsifiés correspondait à une petite imprimerie que ma mère utilisait. L'email de l'assistant appartenait à un compte qui avait été récemment enregistré avec une adresse jetable et lié par une chaîne d'intermédiaires à un numéro de téléphone enregistré au nom de mes parents. C'était la preuve irréfutable dont j'avais besoin pour prouver la coordination. C'était aussi, d'une manière tordue, un soulagement. Non pas parce que je voulais voir ma famille coupable sur papier, mais parce que l'ignorance avait été remplacée par la connaissance. L'ignorance avait été une arme entre leurs mains. Maintenant, j'avais percé jusqu'au fait. Ce soir-là, j'ai envoyé un message prudent à mon avocate et à quelques personnes de confiance, j'ai des preuves de documents falsifiés et d'usurpation d'identité coordonnée. Je ne fais pas de scène. Je me prépare à réagir si cela continue. Le message a fait exactement ce que j'espérais et craignais. Il a signalé que j'avais la montagne de papier, les conseils juridiques et les alliés discrets. Il a également clairement indiqué que le silence n'était plus une option pour eux. Ils avaient été interrogés publiquement, et maintenant ils étaient exposés. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quelle vitesse ils allaient pivoter. Mes parents ne se sont pas retirés dans la honte. Ils ont redoublé d'efforts, mais cette fois-ci, non pas avec des documents et des supplications. Ils ont fait quelque chose de beaucoup plus personnel et, pour moi, beaucoup plus dangereux. Ils ont commencé à cibler ma vie en dehors de notre drame familial. Une semaine après avoir envoyé ce message, j'ai reçu un appel des ressources humaines de mon entreprise. Quelqu'un avait fait circuler des rumeurs sur ma dispute familiale pendant les pauses déjeuner. Un journaliste indépendant m'a contacté pour demander un commentaire. Une plainte anonyme avait été déposée auprès de mon propriétaire concernant le bruit venant de mon appartement. Les tactiques ne concernaient plus seulement l'argent ou la réputation. C'était du harcèlement conçu pour me déstabiliser là où j'avais construit une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé 2 choses. Premièrement, ce combat n'était plus quelque chose que je pouvais garder petit et propre. Deuxièmement, la meilleure vengeance ne serait pas une explosion émotionnelle ou une humiliation publique. Ce serait un démantèlement décisif, légal et méthodique des outils qu'ils utilisaient contre moi. Des outils comme la réputation, le déni plausible et l'affection égoïste. Alors, j'ai planifié. J'ai planifié sur le long terme. J'ai organisé des réunions avec mon avocate pour préparer des lettres de cessation et d'abstention. J'ai coordonné avec mon enquêteur pour documenter une chronologie reliant chaque acte à des acteurs spécifiques. J'ai rédigé une plainte soigneusement formulée à la police qui se concentrait strictement sur les preuves, les documents falsifiés, l'usurpation d'identité et le harcèlement coordonné. J'ai contacté un conseiller parce que, franchement, survivre à cela avec ma santé mentale intacte importait. Et puis, comme poussés par une force que je ne pouvais pas voir, ils ont fait leur prochain mouvement. C'était une escalade qui a rendu le privé public d'une manière qui ne pouvait être ignorée. Un mercredi matin pluvieux, j'ai ouvert mon email et j'ai trouvé une invitation, l'une de ces lettres brillantes et émouvantes que ma mère avait l'art de composer. Elle avait invité des amis, de la famille et des soutiens communautaires à un brunch de charité de Noël qu'elle organisait. Le langage était sucré, dans l'esprit de la famille et du don, veuillez vous joindre à nous. La liste des invités incluait des personnes du cercle social de mes parents, des membres de l'association locale des entreprises.
Et notamment plusieurs des investisseurs et blogueurs qui avaient assisté à l'événement de réseautage. Sous l'invitation, en plus petit caractère, ma mère avait écrit « Cole sera également présent. Nous espérons que ce sera une occasion de réconciliation. » C'était une provocation déguisée en rameau d'olivier. Je l'ai lu, puis relu. Le brunch n'était pas une question de réconciliation. C'était une question d'optique, une scène où ma famille pouvait me réintégrer dans leur récit, fils repentant, pardonné et embrassé. Je savais que ma présence serait interprétée comme une capitulation. Je savais que mon absence serait présentée comme un éloignement continu. Pour la première fois depuis que j'avais tracé cette ligne, je me suis senti vraiment acculé. Le brunch était public et mes parents avaient invité des témoins en qui ils avaient confiance. Si j'y allais, je risquais de tomber dans un piège. Si je n'y allais pas, ils se présenteraient en victime. Dans les deux cas, ils essayaient de faire de l'espace public un outil contre moi. Je me suis assis à mon bureau, le cœur calme, et j'ai pris une décision. J'irai au brunch, mais pas pour me réconcilier. J'irai pour confronter, pour présenter calmement, professionnellement et discrètement les faits à des témoins neutres. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je laisserai la chronologie et les preuves parler. Je n'ai rien dit à personne d'autre qu'à mon avocate et à mon enquêteur. J'ai imprimé des copies des documents falsifiés à côté des originaux, les emails avec les en-têtes montrant les expéditeurs usurpés, les captures d'écran bancaires démontrant qu'aucune demande de virement n'était autorisée. Et les notes d'enquête reliant les impressions à l'imprimerie de mes parents. J'ai formulé mes déclarations comme une présentation factuelle, un récit factuel des dates, des messages et des personnes impliquées. Le matin du brunch, j'ai répété ce que j'allais dire. J'ai répété une voix calme, une cadence régulière. Je me suis rappelé encore une fois qu'il ne s'agissait pas de vengeance spectaculaire. Il s'agissait de reprendre mon récit, d'exposer la falsification sur laquelle il s'appuyait et, si nécessaire, de forcer les autorités à agir. Je suis entré dans le lieu, un petit dossier de documents à la main et une poitrine pleine d'une fureur tranquille. La pièce sentait le café et les scones beurrés. Les conversations se repliaient comme des pages. Mes parents étaient déjà là, souriant comme des hôtes qui avaient invité le monde à les regarder se produire avec grâce. Mon cœur battait, non pas de panique, mais d'une sorte de détermination concentrée. J'ai pris ma place en face d'eux, j'ai joint mes mains et j'ai attendu le moment où je parlerais enfin. Juste au moment où le premier plat était desservi et que le ministre de l'association locale des entreprises se levait pour dire quelques mots sur la communauté. Ma mère a regardé et a croisé mon regard. Elle a souri un sourire de porcelaine exercé et a prononcé très délibérément 3 mots, « Rends-moi fier ». J'ai posé le dossier sur la table. Je l'ai fait glisser vers elle, non pas brusquement, mais avec une intention ferme. La pièce s'est tue, curieuse du drame non dit. Quand elle l'a ouvert et a vu les documents, les emails imprimés, les notes des enquêteurs, les photographies des reçus de l'imprimerie, son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il a dépassé le choc pour atteindre quelque chose de presque animal, une concentration vive et dangereuse. Et puis mon père, qui observait la pièce avec une posture calme et contrôlée, s'est penché en avant et a dit très doucement, « Cole, qu'est-ce que tu fais ? C'est notre famille. » Je l'ai regardé et pour la première fois, je me suis adressé à lui non pas comme à mon père, mais comme à l'homme qui m'avait appris à mesurer la valeur en réputation et en profit. C'est aussi ma vie, ai-je dit. Et je voulais que cela reste privé. Je voulais vous donner une chance d'arrêter, mais vous n'avez pas arrêté. Un silence se fit à table. Le brunch s'arrêta, comme un bateau suspendu entre les marées. L'organisateur remua sur son siège, mal à l'aise de voir la situation devenir si personnelle dans une pièce destinée à la célébration publique. La mâchoire de ma mère tressaillit. « Tu fais une scène, dit-elle, la voix petite mais empreinte de fureur. Tu aurais pu gérer ça en privé. » Je pris une inspiration. « Je l'ai géré en privé, dis-je. Je vous ai donné une chance d'arrêter de falsifier des choses, d'arrêter d'usurper des comptes, d'arrêter de me traîner là-dedans. Quand cela n'est pas arrivé, j'ai préparé une chronologie factuelle et j'ai informé les personnes appropriées. À cela, quelqu'un dans le coin, un propriétaire d'entreprise locale que je connaissais à peine, se racla la gorge et demanda doucement, « Cole, pouvons-nous voir les documents ?» Son ton était neutre, curieux plutôt qu'accusateur. Je lui tendis une copie, il lut, puis regarda mes parents avec une gravité qui fit bouger la pièce. La main de ma mère se porta à sa bouche.
Le visage de mon père, habituellement impassible, était illisible. Avant que quiconque puisse dire autre chose, les portes d'entrée de la salle s'ouvrirent en grand. 2 personnes que je ne m'attendais pas à voir entrèrent. Un officier en civil et une femme du Forum des petites entreprises qui avaient retiré le message de Nathan quelques jours plus tôt. Ils s'approchèrent de notre table avec l'autorité tranquille de personnes qui avaient été informées. L'officier me fit un signe de tête et dit, « Cole, nous devons vous parler dehors. Il y a eu des plaintes supplémentaires et nous aimerions documenter votre déclaration. » Ma mère regarda de moi à l'officier, le visage décoloré. Mon père jura à voix basse, un rare son audible de véritable danger. Je me levai, le dossier à la main, la pièce soudain très petite et très bruyante. Les gens chuchotaient. Quelqu'un murmura, « Scandale », sous son souffle. Les yeux de mes parents étaient durs. Non pas la dureté accusatrice d'avant, mais quelque chose comme la panique. Je sortis dans l'air frais. L'officier me fit signe de m'asseoir sur un banc. Il expliqua à voix basse qu'un rapport anonyme avait fait l'état de documents falsifiés et de harcèlement liés à notre famille et qu'il faisait un suivi. Il me demanda mon consentement pour recueillir mes dossiers. Je le lui donnai. L'enquêteur de mon ami avait déjà laissé une copie au poste. L'officier dit que leur unité médico-légale pourrait comparer les métadonnées et la qualité d'impression. Mon téléphone vibra avec un nouveau message. Mon père. Il disait, « Rentre à la maison. Parlons comme en famille. » Je levai les yeux vers l'officier, puis vers les fenêtres en forme d'église de la salle où le brunch continuait, indifférent. Pour la première fois de ma vie, je me sentais au centre d'une histoire qui avait commencé bien avant moi et qui continuerait bien après. Mais je ressentais aussi autre chose. Le pouvoir. Non pas le genre de pouvoir avide que ma famille avait toujours thésaurisé et utilisé comme arme, mais un pouvoir plus calme, mesuré, né de la preuve, du soutien et du refus d'être manipulé. J'étais sur le point de remettre la dernière copie de mes dossiers lorsque mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS de Nathan. « Tu penses pouvoir gagner? Tu penses que le papier nous arrêtera? Fais attention à tes arrières. » Je l'ai lu. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. L'officier a demandé si je voulais inclure le message dans ma déclaration. J'ai dégluti et hoché la tête. Alors que nous retournions ensemble vers l'entrée, la pluie avait commencé, douce et régulière. Des gens étaient encore à l'intérieur, riant, mangeant, discutant de la dernière subvention communautaire. Mes parents étaient assis à la table, les visages tendus, les mains jointes. J'ai senti une sorte de détermination s'installer en moi. Je n'étais pas venu ici pour exercer une vengeance mesquine. J'étais venu pour démanteler les outils qu'ils avaient utilisés pour me contrôler. La police, les enquêteurs, les blogueurs, tous étaient maintenant des témoins d'une manière qui comptait. Nous sommes entrés dans la pièce et le bavardage s'est arrêté. Les yeux de ma mère étaient fixés sur moi. Et malgré tout, pendant une fraction de seconde, j'ai vu la femme qui m'avait jadis bordé et raconté des histoires. Cela a duré le temps d'un battement de cœur, puis ce fut parti. Je me suis assis en face de mes parents, le dossier sur la table entre nous, et j'étais prêt à dire ma vérité à quiconque voudrait écouter. Puis la porte claqua de nouveau, plus fort cette fois, et 3 personnes que je ne m'attendais absolument pas à voir à ce brunch entrèrent. Elles avançaient d'un pas déterminé, comme des gens qui avaient des informations à communiquer. La pièce retint son souffle. Je les fixais. L'un d'eux était quelqu'un dont le nom seul pouvait tout changer. L'investisseur même que Nathan avait toujours mentionné en passant, la personne qui, si elle confirmait publiquement le manque d'engagement de Nathan, ferait basculer l'opinion de la ville d'une manière que je ne pourrais atteindre seul. Ils me regardèrent, puis mes parents, et ne prononcèrent que 2 mots, « Vous avez fini ». Les mots « Vous avez fini » planèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Les investisseurs et 2 collègues que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Toutes des personnes que mes parents avaient supposées être du côté de Nathan, se tenaient délibérément, un mur d'autorité tranquille entre moi et ma famille. Le sourire de porcelaine de ma mère fut le premier à se fissurer. La mâchoire de mon père se serra d'une manière presque douloureuse à regarder. Nathan, qui avait essayé de se glisser dans la pièce inaperçue, figea en plein mouvement. Je ne parlais pas. Je n'en avais pas besoin. Le dossier sur la table, les officiers attendant de prendre des déclarations. Et maintenant ces alliés inattendus faisaient tout le travail. Ce fut un chaos contrôlé. Chaque mot, chaque document,
Chaque question que ma mère ou Nathan tentait de formuler fut coupée court par des faits, des preuves ou le silence patient de personnes qui avaient entendu suffisamment d'excuses pour une vie. La première à craquer fut ma mère. Sa voix était cassante, aiguë d'une sorte de panique qui survient lorsque quelqu'un réalise qu'il n'est plus en contrôle. Cole, ce n'est pas. Tu ne comprends pas. Nous essayons d'aider Nathan. Nous essayons. L'un des investisseurs leva la main. Vous avez créé des documents falsifiés, usurpé des comptes et tenté de manipuler quelqu'un pour qu'il vous donne de l'argent. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la fraude et du harcèlement. Et les personnes que vous avez ciblées, y compris votre propre famille, ont des preuves documentées. Les yeux de mon père se plissèrent. Il tenta une approche différente. L'intimidation. Ce sont des affaires familiales privées. Vous faites un spectacle. Je laissai un sourire calme apparaître sur mon visage. Celui que j'avais pratiqué pendant des semaines. Privé? Vous avez impliqué des étrangers, des investisseurs, des entreprises, les forces de l'ordre et un forum public. Vous avez essayé de me dépeindre comme imprudent, malhonnête et ingrat pour couvrir vos propres stratagèmes. Ce n'est pas privé. C'est une tromperie publique. Et ça se termine maintenant. Nathan parla enfin, sa voix tendue et tremblante sous le poids de l'attention de la pièce. Cole, ce n'est pas juste. Tu déformes tout. Je secouai la tête lentement. Non, Nathan, je documente tout ce que tu as fait. Tout ce que maman et papa t'ont encouragé à faire. Tu as menti sur les investisseurs. Tu as créé une fausse urgence. Tu as manipulé des comptes. Et tu as essayé de me traîner dans tes échecs. Je ne déforme rien. C'est la réalité mesurée et enregistrée, et tu as fini de m'utiliser comme bouc émissaire. L'officier de police s'avança. Compte tenu des preuves et des témoignages que nous avons recueillis, nous allons ouvrir une enquête formelle sur la falsification de documents et le harcèlement coordonné. Vous pouvez vous attendre à des entretiens de suivi, des assignations à comparaître pour des dossiers et des accusations potentielles. Ce n'est pas personnel, c'est la loi. Le silence dans la pièce fut absolu. Les visages de mes parents pâlirent. Ils n'avaient jamais imaginé que les conséquences pouvaient être si publiques, si formelles, si inébranlables. Le vernis de confiance de Nathan s'effondra complètement. Pour la première fois de sa vie, le baratin ne fonctionna pas. Le public était impartial. Il pouvait voir les faits. J'ai regardé autour de la pièce. Amis, investisseurs et quelques membres neutres de la communauté avaient été témoins de l'effondrement. L'autorité morale que j'avais senti monter ces dernières semaines n'était plus hypothétique. La manipulation, la cupidité et le sentiment de droit de ma famille étaient visibles pour quiconque voulait bien regarder. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. La preuve était là. Les faux emails, les captures d'écran bancaires, les notes des enquêteurs reliant l'imprimerie, le témoignage corroborant de tiers. La présence légale a rendu cela officiel. La présence sociale a rendu cela indéniable. Au moment où le brunch s'est terminé, la pièce s'était vidée avec de polis murmures, laissant mes parents et Nathan derrière. Mon père a tenté une dernière manœuvre. Cole, tu penses que c'est la fin? Tu fais toujours partie de cette famille. Tu le regretteras. J'ai rencontré son regard calmement. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir cru que vous agiriez dans mon meilleur intérêt. C'est la fin de cette illusion. Je vais de l'avant et rien de ce que vous direz ou ferez ne changera cela. Ma mère, tremblant légèrement maintenant, s'est détournée. Cole, non, dis-je, la coupant. Toi et Nathan avez fait vos choix. Je fais les miens. C'est fini. Nathan s'est affaissé sur sa chaise, vaincu. Je n'ai eu aucune satisfaction à me vanter, seulement la satisfaction tranquille de savoir que j'avais démantelé le système de contrôle sur lequel il s'était appuyé pendant des années. Pas de théâtralité, pas de campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, pas de drame, juste la vérité, la patience et des preuves stratégiques. Au cours des jours et des mois qui ont suivi, les répercussions pour ma famille ont été indéniables. La start-up de Nathan s'est effondrée discrètement. Les investisseurs qui avaient assisté au brunch ont confirmé publiquement qu'ils n'avaient aucun engagement signé, et les quelques abonnés en ligne qui avaient cru ces affirmations ont rapidement perdu intérêt. Il a eu du mal à regagner de la crédibilité, mais tous ceux qui comptaient connaissaient déjà la vérité. La réputation sociale de mes parents a également souffert.
Amis, voisins et membres de la communauté d'affaires locale se sont discrètement éloignés. Les invitations à des événements ont cessé d'arriver. Le petit réseau sur lequel ils s'étaient appuyés pour valider leur sentiment de droit s'est réduit jusqu'à ce qu'ils soient isolés, ne leur restant que l'un l'autre et leur ressentiment. Les tentatives de me contacter ont été accueillies par le silence ou des réponses légales formelles. Et avec le temps, ils ont appris que l'autorité qu'ils avaient exercée sur moi n'existait plus. Pour moi, la vie a continué. Je me suis concentré sur le travail, j'ai construit un cercle social stable et je me suis enfin senti libre de la manipulation constante et de la coercition financière qui avait défini la dynamique de ma famille pendant des années. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque petite interaction ne portait plus le poids de l'obligation ou de la culpabilité. Je ne leur ai pas pardonné, et je n'en avais pas besoin. Leurs actions avaient déjà parlé plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. En fin de compte, j'ai réalisé quelque chose de crucial. La vengeance ne consistait pas à les voir humiliés. Il s'agissait de récupérer ma vie, mon indépendance et ma dignité. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais enfin respirer, sachant qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Merci d'avoir regardé. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme ça.